Voilà, nous avons trouvé le docteur Laprosse. Il était avec nous, en fait, tout simplement. Il attendait patiemment son tour. On va parler avec vous d'endobiogénie, c'est bien ça. Voilà, vous allez tout nous dire sur cette médecine personnalisée et comment, bien sûr, elle peut agir auprès des patients. Je vous souhaite une très bonne conférence. Vous tenez bien votre micro parce que la salle est très grande et que le son part. Bonne conférence, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous d'être présents autour de moi, parce que nous, les médecins, nous avons besoin des malades, c'est-à-dire nous avons besoin de vous. Et sans vous, la médecine n'avancera pas. Comme moi, sans doute, et dans le courant d'interrogation générale qui se pose à tous les patients qui recherchent des solutions pour leurs problèmes, ne vous interrogez-vous pas sur le sens de ce système de santé tel que celui dans lequel nous vivons en ce moment? Il n'y a jamais eu autant de maladies. Il n'y a jamais eu autant de cancers. Il n'y a jamais eu autant de maladies auto-immunes. Comment peut-on comprendre une telle réalité alors que notre système de santé consomme des milliards et des milliards chaque année, que les traitements deviennent de plus en plus coûteux, comme l'ont dit tout à l'heure notre confrère oncologue, puisqu'actuellement, on estime qu'un traitement pour le cancer en phase difficile, c'est 100 000 € par an. C'est énorme. Et chaque année, 70 000 nouvelles femmes font des cancers du sein. Où allons-nous? Où est le problème? Quel est le problème? N'est-il pas le problème fondamentalement placé dans cette évolution historique de la science qui a perdu le sens du lien, qui a perdu le sens de la globalité, qui a perdu le sens des relations entre les systèmes, les fonctions de l'homme inséré dans son milieu personnel, familial, et non seulement familial, mais aussi cosmotellurique. Nous sommes une partie intégrante de la nature et nous avons perdu le sens de la globalité. Quand vous venez me voir, ça fait 47 ans que je travaille à Paris comme médecin généraliste, 7 ans en cancérologie. Quand un malade arrive, je dialogue avec lui d'abord parce que je sais qu'il va m'apprendre beaucoup de choses. Et c'est grâce à vous que j'ai appris la médecine. J'ai appris la médecine classique, j'ai travaillé dans les plus grands hôpitaux de Paris comme externe il y a une 50aine d'années. Et c'est fondamental. La médecine a énormément évolué dans la connaissance des phénomènes inframicroscopiques, ultrastructuraux qui s'établissent dans notre corps humain. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit en commençant, dans l'évolution historique de la recherche, nous sommes partis de plus en plus dans la dissociation. On a éclaté l'homme en ses organes, en ses sous-organes, en ses tissus, en ses sous-tissus, en ses cellules, en ses gènes. Et maintenant, on en arrive à le grand espoir qui nous est annoncé, la médecine génétique, qui est une médecine extrêmement performante, mais dont malheureusement, hélas, nous commençons à en percevoir les limites. Pour quelles raisons? Les raisons, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Une maladie, c'est une anomalie, quelle qu'elle soit. Cancer du sein, cancer du pancréas, thyroïdite, maladie auto-immune de quelque nature qu'elle soit. Une maladie, ce n'est que la conséquence d'un déséquilibre particulier à vous ou à vous, déséquilibre particulier du fonctionnement de votre organisme qui va permettre que votre déséquilibre s'exprime sous une certaine forme pathologique qui fait que votre cancer du sein à vous, même si histologiquement il est le même que celui de votre voisine, vous partirez en 2 ans alors que l'autre, 15 ans après, elle sera encore en vie. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces réalités? Qu'une médecine qui a fait tellement de progrès, qui dépense tellement d'argent, soit confrontée à une telle explosion de problèmes. Les problèmes, je ne veux pas m'appesantir là-dessus, mais je vais réfléchir avec vous sur le point le plus important. Qu'est-ce que la vie? Quand vous venez me voir, vous êtes vivant, je suis vivant.
Cette vie, comment elle s'exprime à travers nous? Elle s'exprime dans notre corps. Elle s'exprime dans notre corps parce que nous avons des organes et des fonctions. Mais ces fonctions, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles sont toutes reliées. La pousse de votre cheveu est liée à l'état de votre foie. L'état de votre foie dépend de l'état de votre système nerveux central. Votre sommeil, il dépend de l'intestin. La médecine connaît ces choses-là. Le problème, c'est qu'on est dans une médecine actuelle qui a perdu la notion du lien. Donc le lien, il faut le faire basé sur la physiologie moderne. Je suis un médecin classique de formation de base. Toute ma vie, j'ai recherché, j'ai approfondi mes connaissances dans tous les domaines de ce qu'un médecin conscient de ses responsabilités doit engager pour le mieux de ses malades. Quand vous voyez le malade devant vous et que vous vous dites il est porteur en lui de toute l'information et je dois décrypter cette information, bonne ou mauvaise, pour savoir à quel diagnostic je dois arriver, première étape, le diagnostic, et ensuite seulement, et c'est là qu'il ne faut pas griller les étapes, mettre au point une stratégie thérapeutique qui va avoir à sa disposition un certain nombre de moyens, des molécules chimiques, des plantes, une aiguille d'acupuncture, une psychothérapie, une diététique appropriée comme on vient de voir à l'instant d'avant. Mais si vous n'avez pas un diagnostic, comment pouvez-vous expliquer à votre malade comment il doit mener sa vie? On vous donne des grandes règles générales, il faut ceci, il faut cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si vous suivez tout ça, vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus parce que ça, ce sont des grandes lois statistiques qui ne sont pas adaptables à la réalité spécifique de l'individu qu'on a en face de soi. Par exemple, vous venez, je vous reçois. La première chose à voir, le médecin, c'est de regarder avec ses yeux. Ce n'est pas d'aller voir le résultat du bilan. Le malade rentre. Vous avez des malades qui viennent comme ça, extrêmement inhibés, extrêmement timides. D'autres qui viennent là comme ça et qui s'assoient quasiment à votre place. Déjà, à travers ces deux différences de présentation, la réflexion physiologique vous amène immédiatement à comprendre que le fonctionnement du système parasympathique de l'un n'est pas au même niveau de fonctionnement que celui qui a un parasympathique fort, qui va exprimer une énergie considérable, une agressivité particulière. Oui. Merci. Donc, l'information, elle arrive tout de suite. Et déjà, sa morphologie vous donne des indications. Est-ce que c'est un grand maigre ou un petit gros? Cette différence dans la morphologie doit vous amener en tant que médecin à vous dire c'est que ce malade qui est grand, probablement, il a une hormone de croissance qui a été beaucoup plus active chez lui que chez l'autre qui est resté petit. Et pour quelles raisons? Il faudra trouver les raisons après. Donc, dans ce premier abord avec votre malade, vous devez capter une foule d'informations dont vous devez faire votre pain béni pour mettre les premières pierres de votre diagnostic clinique. Nous sommes des médecins, nous sommes des cliniciens. Ensuite, nous aurons accès à tous les moyens de la médecine moderne, bien évidemment. Ce temps-là, déjà, ça vous prend quelques instants, c'est très court. Plus vous approfondissez vos connaissances et votre sensibilité, plus vous allez faire des liens entre ce malade particulier et ce que vous commencez à percevoir de la façon dont son corps en profondeur va fonctionner. Parce que dans notre corps, il y a des règles absolument contraignantes et en réalité, la liberté, elle est extrêmement restreinte. Et le nom que nous donnons au hasard pour expliquer des phénomènes que nous ne comprenons pas, c'est uniquement l'expression de notre capacité de ne pas comprendre. C'est une ignorance de notre part de médecins. Ça, il faut que nous en soyons conscients, tous, médecins et malades. Donc ensuite, le temps de l'historique, le malade vous raconte son histoire. Il vous dit, voilà, cette femme vous dit, j'ai un cancer du sein qui s'inscrit dans telle symptomatologie. J'ai été réglé à 15 ans, j'ai eu de l'acné, j'ai eu ceci. Ah oui, cette femme, elle a une histoire particulière. Et cette histoire particulière montre qu'en profondeur, son organisme fonctionne selon certaines règles qui sont différentes dans leur expression que celles d'une autre femme qui va présenter un cancer apparemment identique, mais qui n'aura pas eu la même histoire
et dont l'évolution des deux cancers ne sera pas du tout la même. Il va donc falloir aller beaucoup plus en profondeur que de rester au niveau du sein. Donc vous allez intégrer déjà toute l'histoire clinique. Vous allez comprendre que si elle a fait un asthme à 14 ans et si elle a fait des herpès rédivants à 25, ça veut donc dire qu'à ces périodes de la vie, il y a des éléments de son système hormonal. Je vous ai expliqué pourquoi on a fait fonder l'endogénie sur la notion du système hormonal. C'est parce qu'il y a eu un lâchage dans l'immunité par des faiblesses sur ces axes-là. Donc vous commencez à voir apparaître autre chose qu'une femme qui a un cancer du sein. C'est une femme en plus qui est insérée dans un milieu particulier, où elle va être soumise à des stress répétitifs, son mari la trompe, elle a des problèmes avec son patron, etc. Elle rentre dans le stress chronique. Avez-vous vu tout à l'heure l'effet du stress sur les rats, sur les animaux, ce que c'est capable d'enduire comme conséquence? Mais ces conséquences, elles s'expliquent par la physiologie. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Je vous dis, dans notre organisme, il y a des règles absolument incontournables. Le problème, c'est que la médecine laisse de côté toute cette étape d'intégration de la sémiologie, c'est des signes rapportés à la physiologie. Et ensuite, même problème, on se focalise tout de suite sur le cancer du sein ou sur l'enfant qui fait une angine à répétition. On reste au niveau de l'organe, mais on ne place plus l'organe dans ses relations avec ses systèmes de régulation. Ces systèmes de régulation locaux, qui eux-mêmes sont sous contrôle de systèmes locaux régionaux et généraux. Comment est-ce qu'on peut traiter correctement un patient, faire une médecine personnalisée, si on ne comprend pas comment lui, spécifiquement dans son être réel qu'on a en face de nous, inséré dans son milieu particulier, avec son mode particulier de vie, si on n'est pas capable d'expliquer par les règles de la physiologie. Nous ne sommes pas dans l'illusionnisme, nous sommes dans la science. La science médicale, elle est complexe, elle est difficile à apprendre. Il faut des années pour ouvrir son œil intérieur, pour comprendre. Il faut utiliser ses sens. Quand vous examinez le patient, vous n'allez pas vous limiter au sein. Bon, vous savez que dans le cancer du sein, il y a des ganglions qui sont touchés. Bon, vous regardez ça, vous allez voir, oui, sous le bras, effectivement, il y a un ganglion, c'est peut-être déjà au stade métastatique. Et puis vous savez aussi, si c'est déjà là, peut-être que le foie, donc vous allez regarder votre foie et vous arrêtez là. Mais le corps humain d'une femme qui a un cancer du sein, ce n'est pas que ça. C'est l'état de fonctionnement de l'insuline, des facteurs de croissance, des antifacteurs de croissance, de la prolactine, des hormones de l'immunité, du cortisol. Tout ça, c'est un concert global qui fait que normalement, nous maintenons notre homéostasie parce que nous avons en nous un principe d'unité qui fait que nous pouvons nous maintenir vivants, assimiler les agressions, les digérer pour en faire quelque chose qui nous apportera ou à grandir physiquement ou à grandir spirituellement. C'est des notions tellement évidentes. Alors, pourquoi la théorie qu'avec Durafour nous avons proposée depuis une quarantaine d'années et qui donne lieu actuellement à des grands travaux de recherche fondamentale et biologique dans le monde, comment on en est arrivé à cette idée que le système à l'intérieur du corps humain qui pouvait faire l'intégration devait répondre à certains critères. C'est-à-dire ce système qui doit diriger une usine, par exemple, il doit être capable de diriger l'usine dans chacune de ses parties et dans chacune de ses sous-parties. Et pour ça, il a des gens qui viennent contrôler le travail qui est fait, comment fonctionnent les éléments de la chaîne. Puis les éléments de la chaîne, ils sont contrôlés par un contremaître, et puis par un maître, et puis par quelqu'un qui est encore beaucoup plus général, qui est le vrai gestionnaire du fonctionnement de l'usine. C'est pareil dans le corps humain. Dans le corps humain, il y a un seul système qui est capable de faire l'intégration de la vie, c'est-à-dire de la succession des phénomènes destructifs et reconstructifs face aux agressions et pour répondre à l'adaptation, quelle que soit la nature de cette nécessité adaptative. Eh bien, il n'y a qu'un système qui peut répondre à une action immédiate, instantanée, dans tous les endroits de l'organisme. Mais ce n'est pas suffisant pour qu'il soit le gestionnaire. Encore faut-il qu'il soit capable de se gérer lui-même. Et dans l'organisme humain, c'est le système hormonal qui est le gestionnaire de la globalité. Donc cette théorie de l'endogénie qui n'est pas très connue en France, parce que pour faire bouger notre pays, c'est absolument gigantesque, ça prend des décennies, mais il y a d'autres endroits où ça circule,
où les idées avancent. Donc quand vous voyez votre malade, elle a son cancer du sein, il a son asthme surinfecté, bien sûr, on fait un diagnostic comme le médecin que je suis, comme j'ai été formé dans la faculté de Paris, pendant mon externat et après, dans les services hospitaliers. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'à ce moment-là, on ne reste qu'au niveau du diagnostic de la maladie. Mais la maladie, elle prend sa source, elle s'inscrit dans un être humain vivant, spécifique, qui est vous, qui n'est pas vous, qui n'est pas vous. Donc cette perte de la notion de l'individualité de la personne fait que les pires erreurs diagnostiques se suivent de ce manque de synthèse. Et nous mourrons dans le monde entier, ce n'est pas spécifique à notre pays, dans une médecine qui ne cherche qu'une réponse superficielle à adapter un petit élément en déséquilibre. Prenons l'exemple de la génétique et appliqué à la cancérologie. Quel est le principe de ce qu'on appelle actuellement médecine personnalisée en cancérologie? On prend la tumeur du malade, c'est donc pas le malade, c'est la tumeur du malade. On analyse sa structure génétique, on teste des molécules chimiques hyper coûteuses parce que le prix de la recherche est monstrueusement élevé, et puis on va adapter ce traitement-là, nouveau, ces agents très spécifiques qui coûtent très cher et qui vont avoir une efficacité, effectivement, je peux vous l'affirmer, remarquable. J'ai encore vu récemment là, un jeune médecin de 33 ans atteint d'un lymphome au stade 4, avec une masse ganglionnaire généralisée partout, il était complètement infecté. À la deuxième séance de chez chimiothérapie hyper coûteuse, il n'y a plus rien. Le problème, c'est qu'à la quatrième, il y a une récidive qui apparaît déjà. Et pourquoi elle réapparaît? Parce que si vous ne prenez pas en compte les liens qui existent entre la structure de l'individu, dont le déséquilibre a permis l'expression de l'anomalie cancéreuse qui a touché un organe pour une raison à trouver, ben vous vous privez de plus de 50% de chances pour le malade. Donc vous voyez, cette nécessité dans laquelle la médecine doit aller, dans tous les pays du monde où j'anime une fédération internationale de médecins de divers pays qui participent à ces recherches. Mais en France, c'est extrêmement difficile, même si vous parlez avec confrères cancérologues, même si vous leur apportez des résultats publiés en anglais dans des revues de haut niveau scientifique international, ils ne veulent même pas en prendre lecture parce que ça bouleverse tellement leurs concepts, ils sont dans leurs habitudes de ne faire qu'une médecine ciblée sur une tumeur, mais ne prenons pas en compte le malade dans sa globalité. Les chances pour vous, malheureusement, je peux vous l'affirmer, seraient infiniment plus grandes si vous aviez quelqu'un qui, en corrélation avec un oncologue ouvert, accepte de travailler en commun par l'alliance du traitement du patient qui modifie l'état de son terrain, mais pas par hasard. Parce qu'une fois que vous avez fait un diagnostic, si vous dites le foie de mon malade, il est comme ça, le système alpha-sympathique comme ça, la dopamine comme ça, la dopamine comme ça, vous arrivez donc à ce qu'on appelle un état du terrain qu'on appelle terrain endobiogénique. Voilà l'origine de ce nom. C'est montrer comment, à l'intérieur de notre corps, fonctionne la régulation des systèmes et des organes entre eux, ce qui nous a amené, avec Durafour, quand on travaillait en cancérologie, c'est lui qui a eu l'idée du système. Il est mort malheureusement il y a quelques mois, paix à son âme. Eh bien, nous avons mis en place et développé un système d'intégration biologique qui est basé sur la biologie des systèmes. C'est accessible à tout médecin. Ça peut être mis à la disposition de tout hospitalier. Il y a des travaux qui sont faits en Lituanie, parce que nous avons une école d'enseignement de l'endobiogénie en Lituanie, aux États-Unis. En France, après 15 ans d'efforts, il y a peut-être une perspective de travailler avec des gens sérieux, enfin, mais ouais, le temps qui se perd, alors qu'il y a des outils qui sont là, qu'il y a une pensée qui est mûre, qu'il y a des médecins formés, que nous avons créé un institut de formation de médecins en corrélation avec d'autres pays. Il y a des possibilités nouvelles à côté desquelles
la médecine dans notre pays est en train de passer. C'est dramatique pour les malades. Et j'en parle de connaissance de cause, je soigne tous les jours des malades, encore, même actuellement. Donc, il voulait, une fois que vous avez cette grande étape de l'écoute, de l'examen clinique intégratif, des premières conclusions, que vous arrivez au terme d'1h30 de temps passé avec votre malade, parce que c'est une médecine qui prend du temps. Il y a des patients qui, au moment de partir, vous lâchent un dernier signe, petit signe de rien, qu'un médecin classique ne tiendra absolument pas en compte. Vous savez, docteur, chaque année, entre septembre et octobre, je fais des rêves en couleur. Rêve en couleur, oui. Pourquoi pas en noir et blanc? Eh bien, cette petite notion de rêve en couleur a une signification très importante sur la façon dont, au niveau hypothalamique, c'est-à-dire très haut dans le contrôle cérébral, certaines hormones fonctionnent et dont leur action, lorsqu'elle est trop forte, va déclencher l'ouverture de récepteurs au cancer du sein, par exemple dans le foie. Mais ça encore faut-il laisser aux malades le temps, pas les 5 minutes qu'on leur donne. Aux États-Unis, j'ai lu un rapport, c'est moins de 3 minutes. C'est criminel. Comment vous, patient, vous acceptez ça? C'est pas possible, moi, ça me révolte. Comment pouvez-vous continuer à ce qu'on ne vous consacre pas le temps qui fait qu'on comprenne votre personne, votre cas particulier, et qu'ensuite, une fois qu'on aura fait l'analyse de tous ces éléments cliniques, qu'on aura intégré la biologie moderne, le panorama va changer et la stratégie thérapeutique va changer aussi. Pour vous illustrer un petit peu les recherches biologiques dans lesquelles nous sommes engagés, et ça, ce n'est pas un secret puisqu'il y a des publications scientifiques qui sont accessibles par les médecins qui voudraient avoir accès à ces publications. Quand nous étions à Boucicaut, en cancérologie, on suivait des femmes qui avaient des cancers du sein qui semblaient stabiliser. Les oncologues, les copains nous disaient « Oh, cette dame, maintenant, ça fait 3 ans qu'on la suit, tout son bilan normal, les marqueurs sont normaux, donc on la reverra dans 6 mois. » Mais combien de fois, à Vidéoraphon, nous avons vu que ces femmes revenaient 2 mois après avec des lâchers de ballon ou un foie complètement infarci par un cancer? On s'est dit à ce moment-là, mais comment c'est possible? Il y a quelque chose que la biologie moderne n'est pas capable de voir. Et on a commencé à réfléchir, à monter en amont. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul par rapport à la réalité qui nous est accessible de donner. Les bilans classiques, ça vous montre quoi? Ça vous montre ce qui est dans le sang circulant. Vous avez beaucoup de globules rouges, beaucoup de globules blancs, vous avez une polyglobulie, vous avez une infection. On tire un diagnostic. Ça, c'est vrai, et c'est juste, et c'est bien de le savoir. C'est de la médecine. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas compris que ce qui est dans le sang circulant, c'est la conséquence du métabolisme général dans la fonction qu'il exerce au plan de la production médulaire de la moelle osseuse de ces éléments, on ne comprend pas la profonde signification de cette présence rouge élevée ou blanc élevé. Par contre, c'est de la médecine, ce n'est que de la physiologie. La physiologie moderne, tout le monde le sait, apprend que les hormones mâles favorisent la production des globules rouges. Quand on fait du dopage des sportifs, c'est ça. On utilise des substances qui ont cette action. Il y a des milliers de publications scientifiques qui montrent dans le monde, en français moins, mais surtout dans les pays de langue anglaise, parce que c'est la science anglaise qui est dominatrice dans le monde, bien et mal d'un certain côté, eh bien, elle nous apprend que les globules blancs sont sous contrôle des estrogènes. Si vous faites une simple division, un ratio, entre le nombre de globules rouges qui sont dans le sang rapporté au nombre de globules blancs qui sont dans le sang, ça vous donne une idée de la façon dont le gestionnaire général, dont je vous ai parlé au début, agissait sur ces substances. Et si le rapport est élevé, s'il y a beaucoup plus de globules rouges que de globules blancs, à ce moment-là, le rapport va être élevé. Et ça voudra dire que cette femme qui est en phase évolutive d'un cancer du sein, son activité androgénique, c'est-à-dire l'activité des hormones mâles chez elle, est beaucoup plus importante que celle des hormones femelles. Et ça aura des conséquences importantes dans le choix du traitement. Donc, ce système qui est devenu complexe, qui est un modèle de simulation,
basée sur la biologie des systèmes et qu'on développe aux États-Unis avec un confrère américain qui est pédiatre, qui travaille à Chicago et qui a accepté depuis 10 ans de travailler avec nous dans ce type de recherche. On peut démontrer qu'un système algorithmique basé sur une certaine vision physiologique du fonctionnement de l'homme va vous apporter des éléments nouveaux qui vont vous permettre d'évaluer ce qu'on appelle la fonctionnalité de l'état du terrain d'un individu. Vous avez donc à ce moment-là, à partir d'un bilan sanguin qui allait 120 € et remboursé à 90% par la sécurité sociale, par le biais des algorithmes, vous allez obtenir un panorama complet de la façon dont fonctionne l'usine que vous avez en face de vous, qui est l'usine de votre malade, et comparée à celle de l'autre, ce n'est pas du tout la même usine. Nous sommes, dans la race humaine, nous avons une physiologie commune, mais cette physiologie commune, dans l'expression fonctionnelle de notre structure, nous la manifestons en fonction de notre héritage génétique, les conditions dans lesquelles nous avons été enfantés, les médicaments que la mère a pris pendant le temps de la grossesse, tout le développement de la petite enfance, la réponse au stress, la réponse aux agressions, que ce soit des agressions émotionnelles ou alimentaires ou spirituelles, quelle que soit la nature de l'agression, sachez que l'aliment, vous en avez la preuve tout à l'heure, en lui-même est aussi un agresseur. Donc, notre structure vivante, en permanence, elle doit digérer toutes les formes d'agression. Et ce que vous devez comprendre, c'est comme chacun de nous est spécifique, des gens qui vivent dans un même milieu soumis aux mêmes agressions, eh bien l'une va faire un cancer du sein et l'autre, sa sœur, n'aura absolument aucune manifestation, mais elle fera un asthme sévère. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas dans le corps humain. La notion de hasard, c'est le nom que les médecins mettent sur leur ignorance. Il faut que nous reconnaissions que nous sommes ignorants parce que la complexité de l'être humain est telle que pour la saisir complètement, ce n'est pas possible. Ce ne sera toujours, notre approche ne sera jamais qu'asymptotique, même si elle s'approche de plus en plus de la vérité. Pourquoi ? Parce que nous sommes intégrés dans un cosmos, nous sommes sensibles au rayonnement solaire, aux phases de la Lune, aux conditions cosmotelluriques de la Terre, etc., etc., à l'alimentation, aux relations sociales. Donc vous voyez, tout ce que dans cet institut de médecine naturelle vous est proposé, c'est un ensemble de méthodes qui peuvent être très, très utiles à condition qu'elles soient judicieusement choisies pour vous. Elles ne peuvent être judicieusement choisies pour vous que si vous avez un diagnostic complet, éclairé. Alors lorsqu'on est confronté après, au terme de cette longue réflexion, cette élaboration de diagnostics cliniques et biologiques intégrés, vous arrivez à une conclusion. Mon malade, il est comme ça, il a une phase très aiguë d'asthme. Si je ne lui donne pas la molécule de cortisone, il va mourir devant moi, je lui injecte la molécule de cortisone. Ces cas-là, c'est rare. C'est rare. Pareil pour les infarctus du myocarde. Les médecins français, compte tenu du nombre que nous sommes, on ne voit pas plus d'un infarctus du myocarde par an. Donc vous vous rendez compte, il faut relativiser les choses aussi. Hein. Donc, comment allez-vous traiter votre patient qui est devant vous? Et c'est là que la plante médicinale va retrouver son rôle capital. Plante qui a été exclue de la médecine. Moi, j'ai été certainement un des derniers étudiants en médecine à avoir entendu prononcer le mot de plante médicinale pendant les cours quand je les suivais en 67, 68, 69. Vous voyez que ça fait déjà quelques années. Mais c'est pire maintenant, puisqu'elle n'existe plus. Même dans les livres de pharmacognosie, c'est-à-dire de la recherche pharmacologique sur les plantes médicinales, ils ne sont qu'à la recherche du principe actif dont ils vont extraire une molécule pour en faire un médicament chimique qui sera appliqué pour cibler un tout petit point d'un déséquilibre. Mais ce n'est pas la vision, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. L'être humain se nourrit de pain, d'eau, d'air, il se nourrit de végétaux, il se nourrit de tout ça. Comment ne peut-on pas imaginer que la plante végétale, qui est une substance naturelle,
composition extrêmement complexe dans lesquelles il y a une foule de principes actifs chimiques qui permettent à la plante d'élaborer sa vie, de se diviser, de se développer, etc., et de nourrir l'homme, comment ne peut-on pas, en tant que médecin, imaginer que ces principes actifs, lorsqu'ils sont utilisés dans la globalité de la plante, on ne se nourrit pas de fer, mais on se nourrit d'épinards, mais il y a du fer dans les épinards, mais il n'y a pas que ça. Donc si on perd cette vision globale de l'usage de la plante, on perd la médecine. Et on est en train de la perdre à cause de ça. Moi, ça fait 40 ans que tous les jours, j'utilise quotidiennement, et d'autres médecins, je ne suis pas le seul, mais ce n'est pas très connu dans ce pays-là, malheureusement. Nous utilisons la plante médicinale avec des résultats qui bouleversent complètement la façon dont on devrait soigner nos malades. Oui, pour les grands médicaments anti-cancer, mais pas que ça. Il ne reste que ça, le cancérologue. Vous lui parlez d'autre chose, il part ailleurs. Il vous dit, oui, à Curie, on va vous mettre, vous allez suivre un truc, faire un petit gymnastique comme ça, de relaxation. Mais ce n'est pas ça, la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est une rationalisation, c'est une prise de conscience de ce qu'est l'être humain, de ce que vous êtes, de chacun de nous est, et de ce qu'on fait sur cette vie. On est sur cette terre, on est là pour un temps très court. Nous savons que la mort est inscrite dans notre être. C'est un chemin qu'il faut accepter. Il y en a qui sont obligés de l'accepter dès la naissance, d'autres plus tard. Mais il y a certainement moyen, au niveau collectif, d'apporter une nouvelle vision de la médecine en réintégrant la plante médicinale au cœur du système. Cette plante médicinale pouvant être utilisée de 3 façons. La façon empirique traditionnelle, il y a un fond de vérité quand vous savez par exemple que le thym a été utilisé pour chasser les infections chez les Romains, chez les Égyptiens, chez les Sud-Amérindiens. Vous dites, tiens, si à grande échelle sur le temps, cette plante a été utilisée pour ce type d'effet anti-infectieux, peut-être qu'il y a des principes actifs anti-infectieux dedans. Et la pharmacologie moderne les a identifiés. Il y a du thymol, il y a du clavacol qui sont des substances chimiques naturelles capables de détruire les germes. Et quelle que soit la nature du germe, c'est extrêmement puissant. Mais ça, c'est une utilisation empirique. Or, j'ai passé mon temps à essayer de vous faire comprendre qu'il faut un diagnostic précis, clinique. Savoir ce qu'on doit traiter, comment on doit le traiter, pendant combien de temps, où on veut amener le malade, comment on va le surveiller, quels sont les éléments au deuxième traitement avec les résultats complémentaires qu'on aurait eu en main, dira je suis dans la bonne voie ou je me trompe, il faut que je reconsidère toute ma réflexion depuis le début. À ce moment-là, ça change tout. Ça change tout parce que vous retrouvez votre rôle de médecin, vous n'êtes plus celui qui est dans la toute puissance et qui impose la volonté de la science moderne hégémonique, purement analytique, dont je reconnais les mérites. Ce n'est pas une guerre contre la chimie que je déclenche là. C'est seulement remettre chaque chose à sa place. Et si on remet la plante à sa place au cœur de notre système, et là c'est votre roue à veau. Nous sommes battus depuis 45 ans. Dans ce pays, nous n'avons pas réussi. Les plantes médicinales ont été déremboursées du temps de Georgina Dufoy, en disant voilà, c'est une médecine, ça c'est rien, ça n'existe pas, ça n'est pas prouvé. C'est pas que c'est pas prouvé, c'est qu'il ne veut pas voir les faits. C'est pas la même chose. Nous sommes prêts à rentrer dans tous les hôpitaux, à mettre à leur service le petit savoir que nous avons pu acquérir en 40 ans, 45 ans, avec nos confrères étrangers, des Mexicains, des Lituaniens, des Anglais, etc., et proposer ça à nos hôpitaux, à l'assistance publique. J'avais écrit à M. Cordier, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui était responsable, je ne sais plus si c'est lui de l'assistance publique ou quelque chose comme ça. J'ai dit, monsieur, nous vous proposons de mettre à votre service, sous votre contrôle, une équipe de médecins enseignants qui pourrait apprendre aux médecins généralistes français, par exemple de la région parisienne, une étude pilote, de leur apprendre à utiliser la plante médicinale. Il m'a été répondu, ça ne rentre pas dans les critères, la plante, ce n'est pas de la médecine. Mais c'est malheureux, ils sont ignorants. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais, j'ai le devoir de vous le dire à mon âge. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Regardez, quand vous voyez des traitements si coûteux, qui est-ce qui pourra avoir accès à ces traitements dans quelques temps? Si on ne fait pas de la prévention,
Et la prévention, ça n'existe pas dans les systèmes de santé. C'est uniquement des préventions. Arrêter le tabac, supprimer l'alcool, mais ce n'est pas ça. La prévention, c'est identifier pour chacun de vous les troubles spécifiques qui vont vous conduire à tel risque de maladie. Et il y a des moyens de le prouver maintenant que vous allez, en fonction de vos déficiences propres, aller vers ces types de maladies. Donc il faut vous traiter préventivement. On ne va pas vous mettre à des hypolipémiants de synthèse dont tout le monde s'accorde, et des grands cancérologues français à reconnaître le danger, alors que nous avons à nos dispositions des plantes médicinales sur lesquelles des médecins ont travaillé longtemps, avec des preuves à l'appui dans les résultats cliniques, où le choix harmonieux de 3 ou 4 plantes bien choisies dans leurs extraits totaux, administrés 2 ou 3 fois par jour sous une forme galénique particulière, ou infusion, ou teinture mère, ou une autre forme galénique, il y a des résultats, les résultats sont là. Les résultats sont là. Pourquoi on se prive de ça pour nos malades? Ah ben le problème, la réponse, elle est là. C'est que ça ne coûte rien. C'est que ça ne coûte rien. Donc vous cassez toute une industrie. Or, notre objectif, ce n'est pas de casser l'industrie. L'objectif des médecins que nous sommes et de ceux qui travaillent avec moi dans cette société Tanto Biogénie dont je suis le président et de la Fédération internationale aussi, ces médecins français, ils sont conscients qu'il faut le dire pour leurs malades. Parce que vous savez, moi j'ai honte quand je vois des malades qui reviennent au bout de 3 fois, 4 fois et qui me disent « au traitement ça n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe ?» Je me remets en question, comme un étudiant de première année, et je me dis « je vais retourner à moi et je vais reprendre toute l'histoire ». Seulement, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Or, maintenant, les médecins, ils sont payés à la rentabilité de l'acte. Combien de médecins feront 30 à 40 actes par jour alors qu'ils devraient se limiter à 7 ou 8, mais non pas payer 25 €, mais payer en conséquence du temps qu'ils ont passé et du bénéfice général collectif que ça va induire dans les années qui suivent. On se trompe de système en France et dans le monde entier. Il faut changer les concepts. C'est vous seuls qui pouvez les changer, ce n'est pas nous. Nous avons essayé. Et j'ai besoin de votre aide. Merci.